Bon, capsule numéro 4 désormais, donc capsule numéro 4, comme je vous l'ai dit, qui se positionne juste après les normativités mais classiques. Maintenant, j'aimerais vous parler de mode, en fait, d'une normativité, de normes, de manière d'encadrer les comportements que l'on étudie, qu'on étudie pardon, moindrement dans les facultés de droit, et c'est dommage. Je voudrais vous parler de normes techniques certifiées, de ce que j'appelle des normes individuelles, c'est-à-dire des procédures et documentations qui sont rédigées par les compagnies elles-mêmes. Et je voudrais vous parler de ces normes-là parce qu'encore une fois, on ne les étudie pas, mais parce que dans le domaine du numérique, très souvent, que ce soit en matière de sécurité, en matière de contrat, en matière de vie privée, c'est vraiment le centre de gravité normatif. C'est là où cela se joue. Et c'est là où ça se joue parce qu'à bien des égards, le droit formel est très insuffisant. Il faut donc combler ce flou qui est associé au droit formel, aux grands principes que l'on trouve au droit formel. Et il faut combler avec cette normativité-là, qui est particulièrement adaptée parce elle correspond à un domaine qui est évolutif, un domaine qui est international, un domaine qui est technique, un domaine qui est commercial. Donc autant de caractéristiques qui s'appliquent en fait à un domaine qui voit l'application de ce que en droit on appelle, alors autrefois on appelait ça la coutume, mais ce qu'on appelle maintenant les usages commerciaux, donc qui s'adaptent particulièrement bien à des domaines qui correspondent à ces caractéristiques-là, évolutif, international, technique, commercial. Alors là, je vous fais un petit schéma en fait qui correspond globalement donc avec en haut ce que j'appelle le niveau formel, donc qui est principalement des lois, mais accessoirement des traités internationaux éventuellement, mais aussi des règlements d'application d'une loi. Et en dessous, la ligne rouge, ben, vous avez euh, deux étages, si je puis dire. Un premier qui correspond à ce que j'appelle le niveau informel, c'est-à-dire justement des principes, des normes techniques, notamment celles qui viennent de l'ISO, des standards, des codes de conduite, des lignes directrices, donc qui proviennent généralement de la communauté, communauté d'affaires ou communauté scientifique. Et, euh, et au regard de ces normes-là, ensuite, quand on a ces normes-là, ben on a au niveau applicatif des procédures, des politiques, des certifications qui vont se baser sur ces normes informales-là pour s'implanter véritablement au sein de ministères et organismes dans le secteur public ou d'entreprises dans le secteur privé. Donc je veux vous parler dans le cadre de ce cours-là de ce type de normes-là parce que, encore une fois, le droit s'y intéresse pas beaucoup, ça passe un petit peu ce que j'appellerais sous le radar du droit, et c'est dommage. Ça passe sous le radar du droit, d'abord à cause du droit lui-même, parce que il y a des difficultés en termes de jurisprudence. J'avais fait une étude dans un article qui est disponible sur mon site web, qui s'appelle le droit du technique, où je montre en fait que c'était en l'occurrence sur les questions de preuve dans le domaine de l'environnement, donc un domaine qui est très technique, où parfois les entreprises réfèrent à des normes techniques et les juges ont du mal à interpréter et à appréhender et à mesurer si un niveau de sécurité est requis dès lors qu'on suit une norme technique donnée. Donc il y a une sorte de hiatus, d'incompréhension entre le domaine du droit d'une part et le domaine technique d'autre part. Une autre raison, puis je ne prétends pas qu'elles sont toutes exhaustives en fait, mais c'est qu'il y a un certain désintérêt du droit. Le droit d'ailleurs considère, dans la manière classique de considérer les usages commerciaux, on voit par exemple dans un très très bons articles de Didier Luel qui sont incontournables, où il considère en fait que les usages commerciaux se relèvent d'une volonté implicite, donc est plus un aspect contractuel du droit. Mais c'est pas une norme en tant que telle, c'est pas comme la coutume qui, dans sa compréhension un peu particulière, elle correspond à du vrai droit, mais dès lors qu'il y a des critères, notamment d'ancienneté, d'immémorialité, même parfois dans certains domaines, dans certaines juridictions, qui sont réunis. Donc certains des intérêts du droit qui considèrent que c'est pas du droit mais que c'est des faits, difficultés du droit aussi qui intègrent mal dans l'approche très kelsenienne, classique du droit, la notion d'usage ou de coutume. Euh, Difficulté aussi pour le droit à intégrer ces normes qui, pour la majorité, pour la position dominante, c'est vrai dans la jurisprudence québécoise, c'est vu dans certains égards de la jurisprudence française aussi, euh, les usages, c'est du contrat implicite, c'est ce que les volontés, c'est ce que les parties, pardon, n'ont pas identifié mais ont voulu malgré tout. Moi personnellement, j'ai fait une thèse
dans une deuxième partie, je suis contre cette approche contractuelle de la notion d'usage commercial, mais ça reste que malgré tout, c'est souvent la position dominante donnée. Je considère davantage que les usages sont une norme particulière qu'il faut prouver, mais c'est une norme, c'est du droit malgré tout. Donc, à cause de ces carences reliées au droit, on n'est pas arrivé à ce que on pourrait appeler une nouvelle lex electronica, donc la notion de lex electronica qui correspond à ces différentes normes informelles que l'on peut trouver dans le domaine du numérique et qui ne sont pas, encore une fois, totalement reconnues par le droit. Alors, d'ailleurs, je vais vous donner des exemples de difficultés d'intégration de cette notion d'usage de coutume. On en trouve à plusieurs égards dans la jurisprudence. Puis là, je vous en donne deux plus ou moins récentes, la 2016 et 2010, où véritablement on établit des critères pour qualifier une pratique d'usage commercial, des critères qui sont la répétition, la généralité, l'ancienneté, des critères très flous, qui sont repris d'ailleurs dans la version 2008 de Jean-Claude Royer en matière de preuve, qui est très souvent citée quand on parle d'usage. Mais ces notions très floues, à mon avis, ne réfèrent pas suffisamment à un critère fondamental, me semble-t-il, pour qualifier, pour reconnaître l'existence d'un usage, c'est la qualité de l'institution qui a proposé l'usage en question. Donc, par exemple, vous avez un usage dans le domaine du droit international qui provient de la Chambre commerciale internationale de la CCI, et bien, ça a une certaine portée parce que c'est une institution qui a près de 100 ans. Même chose quand ça vient d'une norme ISO, qui est un organisme qui origine des Nations Unies, qui a une reconnaissance qui correspond à un processus d'itération bien reconnu. Là encore, à cause de cette institution-là, l'usage devrait avoir une certaine portée. Or, dans la reconnaissance du droit, généralement, pour qu'il y ait usage, on dit qu'il faut qu'il soit répété, général, ancien, autant de critères qui réfèrent plus à la substance de la norme plutôt qu'à son origine. Et encore une fois, je crois qu'on sous-estime l'importance des critères plus liés à l'institution et on surestime les critères liés à la substance même des usages en question. Donc, je vous le disais, les normes informelles passent un peu sous la valeur du droit à cause du droit lui-même, mais ils passent aussi sous le mode du droit à cause des normes elles-mêmes. Parce que ces normes sont d'une part très nombreuses, contrairement à ce qu'on croit, il y en a beaucoup plus que moins. Elles sont très souvent très floues, elles sont très souvent très molles. Je réfère souvent à une norme en matière d'audit comptable où les auditeurs doivent vérifier que des pratiques jugées raisonnables dans un contexte moyen sont suffisamment appliquées. En tout cas, il y a tellement de termes flous pour déterminer l'obligation, la référence que les auditeurs doivent vérifier, qu'on est face à un gros jello normatif, ce qui est problématique quand on vient de déterminer si une entité a développé un niveau de diligence suffisant. Ces normes sont aussi parfois, il faut faire attention, très pro-commerciales, donc elles mettent de l'avant l'intérêt d'un type d'acteur en particulier. Donc là encore, je crois qu'il faut être capable de faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie dans toutes les normes. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui sont plus reconnus que d'autres, mais je pense, comme juriste, qu'il faut justement, et je donnerai des exemples, mais regarder ces normes et les analyser et les critiquer pour ces éventuels défauts. Alors là, je vous donne un regard un peu chagrin sur comment ces normes informelles sont reconnues par le droit, mais malgré tout, on peut identifier certaines zones de contact plus rassurantes. Je vais vous donner des exemples. La loi concernant le cadre juridique des technologies d'information, par exemple, l'article 103 et suivant, prévoit l'existence d'un comité d'harmonisation, dont je vous parlerai un peu plus tard, et qui n'a pas très bien fonctionné, mais malgré tout, un comité d'harmonisation qui prévoit qu'on peut suivre des normes dès lors qu'elles proviennent d'institutions reconnues, comme l'IETF, comme l'ISO, etc., etc.
Même chose dans l'AIDA. Enfin, l'AIDA, c'est un règlement européen de 2014, très important en matière de services de confiance et d'identité numérique, où on prévoit en fait des hypothèses où des entités vont déterminer des normes techniques particulières pour déterminer c'est quoi le critère d'intégrité, c'est quoi le moyen pour s'assurer qu'une personne est bien la personne qu'elle prétend être. Donc il y a une main dans les lois elles-mêmes, en l'occurrence dans un règlement européen, il y a une main tendue, explicitement tendue, vers des organisations qui vont élaborer des normes pour préciser la nature des obligations de ces entités-là. Alors c'est vrai dans le domaine de la sécurité, c'est la même chose dans le domaine de la vie privée, où on peut le voir dans le projet de loi 64 qui a été rendu public le 12 juin dernier par la ministre Lebel, la ministre de la Justice à l'époque, où on vient référer à des obligations de documentation qui doivent être objectivées, précisées. Mais de manière encore plus explicite, on voit dans PIPEDA, donc la loi sur la vie privée au niveau fédéral, où dans l'annexe 1, il y a un principe 4, un principe 1, pardon, qui est le principe de responsabilité, où on dit que les organisations doivent mettre en place des politiques et des pratiques, des procédures pour expliciter aux usagers comment les données personnelles sont gérées. Donc il y a une main tendue vers cette obligation de documentation qui constitue une manière de faire qui est incontournable dans beaucoup de domaines liés au numérique. Alors maintenant, j'aimerais voir peut-être 3 étages, 3 niveaux, 3 manières de faire pour l'utilisation de ce que j'appelle globalement des normes informelles. Normes informelles s'opposant à normes formelles que constituent les lois, la jurisprudence, ce qu'on a vu dans la capitule. Alors quelques mots et quelques illustrations maintenant avec des normes techniques, puis là je vous en ai mis 17, mais j'aurais pu vous en mettre des centaines reliées au numérique, il y en a véritablement des centaines. Je vous ai souligné notamment 2 normes en particulier qui sont particulièrement utiles dans le domaine de la preuve, dans le domaine de la sécurité des documents numériques. D'une part, il y a le ISO 15489, alors il y a 2 versions, une en 2001 que vous pouvez trouver parce que les normes ISO sont généralement payantes, sont toujours payantes, mais là il y a, je pense, quelques versions pirates qui sont faciles à trouver, mais il y a une nouvelle version en 2016 qui n'a pas d'ailleurs changé énormément, où on établit certaines obligations pour notamment respecter la sécurité des documents numériques. Une autre référence que je veux évoquer, c'est 27001 ISO, qui est une norme en matière de technologie de l'information, technique de sécurité, système de management et de sécurité de l'information. Ce sont des normes qui établissent des principes aussi assez génériques, mais parfois assez substantiels, sur ce que l'on veut faire si on veut respecter ces normes-là. Alors là, je vous ai mis la table des matières de ISO 1586, la version de 2016. Et puis ici, vous avez 27001, qui est une norme assez souvent utilisée dans le domaine de la sécurité informatique. Je peux vous en citer une autre dont je dispose, puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais les mettre sur l'intranet, parce que je les ai achetées, ces normes-là, mais je ne peux pas les rendre disponibles. Une norme en matière qui est de la famille des 27000, mais spécifiquement pour un code de pratique pour la protection des données personnelles, et notamment dans l'info nuagique. Donc vous avez des normes particulières qui concernent donc ces normes techniques qui peuvent être utilisées pour remplir les obligations qu'il peut y avoir en termes de vie privée, en termes de sécurité, en termes de preuves, pour gérer des documents numériques. Une deuxième étape dont je voudrais vous parler, donc toujours dans ces normativités informelles, c'est les normes qui ont donné lieu à un processus de certification. Donc, processus de certification, c'est que vous avez un tiers, vous allez avoir une entité, une institution, qui va engager sa responsabilité pour dire que telle compagnie, tel ministère ou organisme suit
une norme en particulier. Donc on a, suivant un vocabulaire qui est souvent utilisé auprès de certaines instances européennes, une approche soit ex ante versus une approche ex post. L'approche ex post, c'est-à-dire que si jamais il y a un litige pour savoir si par exemple un niveau de sécurité est jugé suffisant, ex post ça veut dire qu'il faudra aller par exemple devant les tribunaux ou un arbitre pour juger et évaluer si ce niveau de sécurité est suffisant ou pas. Ex ante, c'est antérieurement, il va y avoir une instance qui va dire « moi je certifie, j'engage ma responsabilité pour dire que oui, effectivement, vous respectez les exigences telles que prévues dans une norme en question. » Donc quand on parle de certification, on parle de deux choses, d'une part d'un référent que constitue une norme, et d'autre part d'une entité, une organisation, un certificateur qui va engager sa responsabilité pour dire que oui, cette compagnie, ce ministère organisme suit les règles telles que requis dans la norme en question. Alors, là encore, je peux vous donner des exemples que l'on trouve notamment dans le règlement AIDAS 2014 que j'ai cité tout à l'heure en termes d'identité et de service de confiance, où on prévoit des hypothèses aux articles 17 et suivants d'institutions, des certificateurs qui vont qualifier les prestataires, qui vont contrôler leurs activités, qui vont prendre des actions si jamais une entité contrôlée ne respecte pas ce qui a été supposé faire. Ces institutions vont pouvoir faire des audits et ces institutions aussi vont pouvoir opérer une sorte de coopération entre les différents organismes qui opèrent ce type de contrôle. Et l'avantage principal relié à ce service de certification, c'est que juridiquement, on va pouvoir attacher une présomption associée à un tel service. Donc si un tiers de confiance est capable de dire que oui, telle compagnie respecte telle norme, respecte tel standard, respecte telle condition technique, eh bien je présume que ce service est de bonne qualité. Dans le cas AIDA, ça a notamment été utilisé dans les cas de redatage, où il peut y avoir une telle présomption que le document qui a été archivé a été bien archivé et n'a pas été modifié depuis telle date. Même chose, des présomptions peuvent valoir pour des services de signature, donc je peux m'assurer et présumer, sauf preuve contraire, hein, c'est une présomption qui n'est pas irréfragable, mais je peux présumer que ce service est bien un document qui a été signé. Donc, c'est un raccourci qui est très utile, et c'est un raccourci que l'on n'a pas transposé, peut-être que c'est dommage, dans la loi cadre, où il n'y a pas véritablement de présomptions qui sont associées au comité d'harmonisation qui tentait, ce qui était prévu en fait, qui était tenté créer un lien entre le droit et les normes techniques justement. Donc il n'existe pas dans l'état actuel du droit au Québec d'équivalent à ce qui existait aux articles 17 et suivants du règlement AIDAS en Europe. Juste parce que j'ai le privilège d'être en fait sur un comité des Nations Unies qui travaille sur d'éventuels textes qui pourraient s'appliquer au niveau international. Donc les Nations Unies, un groupe de travail particulier sur le commerce électronique, travaille en ce moment sur un projet sans doute de loi type quant à l'utilisation de la gestion d'identité et des services de confiance. C'est d'ailleurs un texte qui est assez fortement inspiré du règlement AIDAS, où justement on prévoit, tant pour la gestion de l'identité que pour les services de confiance, on prévoit la possibilité d'avoir des entités qui vont certifier l'existence de une telle reconnaissance et qui va donner lieu donc à des présomptions qui sont susceptibles de s'appliquer.
Donc après une présentation générale des normes techniques, après une présentation vitement tracée sur la possibilité de voir ces normes techniques certifiées par des entités externes, quelques mots maintenant sur ce que j'appelle les normes individuelles, à savoir donc des normes qui sont produites par les entités elles-mêmes, par les ministères ou organismes dans le secteur public, par les compagnies dans le secteur privé, qui vont établir des audits internes, des documentations internes, des politiques internes, explicitant comment un document est géré, explicitant comment les données personnelles sont traitées, précisant les modalités de preuve qu'un document est susceptible d'avoir. Donc, il y a des documentations internes qui viennent expliciter les manières de faire. Et souvent, ces normes-là, qui sont d'ailleurs plus processuelles que substantielles, dans le sens que ces normes disent davantage qu'il faut faire des politiques, mais moindrement qu'est-ce que la politique doit contenir. Mais malgré tout, ces normes, on le voit déjà. Cette référence à la documentation interne, on la voit déjà, par exemple, dans la loi concernant le cadre juridique des tenues d'information, où, à l'article 17, on prévoit que quand vous voulez transférer un document, ça c'est une notion sur laquelle je reviendrai dans quelques semaines, le transfert, c'est le passage d'un document d'un document physique vers le document numérique, ou vice-versa, ou d'un point doc vers un point PDF, par exemple. Donc on change la technologie appliquée à un document. Mais si on veut opérer ça, si on veut continuer à archiver les documents qui ont donné lieu à un transfert, l'article 17 dit qu'il faut documenter ce transfert-là. C'est-à-dire qu'il faut expliciter comment le transfert s'est opéré. Même chose à l'article 34, où on dit que quand vous transmettez des documents qui contiennent des données confidentielles, par exemple par un courriel, ou par exemple par un fax, ou peu importe le moyen, eh bien, vous devez documenter comment la communication s'opère. Vous devez expliciter comment la documentation s'opère. Et Benisti contre Cloda, grand arrêt de la Cour d'appel en avril 2018, qui est la première grande décision que l'on attendait depuis longtemps, qui a interprété la loi cadre. Ben, dans cet arrêt, on explicite que quand vous voulez faire la preuve d'un document numérique, ben, il faut avoir une documentation externe qui explique comment le document a été produit. Cette notion de documentation est clairement explicitée. On y réfère notamment à la possibilité d'utiliser des métadatas, des métadonnées. Mais la notion de documentation est clairement mise de l'avant. Ça aussi, j'y reviendrai. Même chose en matière de vie privée, je l'ai déjà cité. Même chose en matière du règlement européen, règlement général sur la protection des données 2016. GDPR ou RGPD, un texte qui explicite à plusieurs reprises l'obligation de documenter la manière dont on gère les données personnelles de personnes situées en Europe. Alors voilà, je suis allé assez rapidement aussi, mais on a vu dans cette capsule 4 plusieurs composantes qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu plus tard dans les autres capsules et dans les autres cours durant la session du DRT 6903.